Boker Tov les Koulam et bienvenue dans notre Yom Revi'i, dans notre mercredi et l'étude du mercredi. Eh bien, vous connaissez, c'est la parashat à Shavuot à voir. Pour le moment, nous avons la chance incroyable de ne pas avoir les enfants à la maison le matin, puisqu'ils sont pour le moment, grâce à Dieu, à l'école. Et donc, eh bien, je ne suis pas recroquevillé dans un endroit pour avoir un petit peu de silence. Et donc, je peux avoir une, un réca, une ambiance un petit peu plus sérieuse. Donc, très bien. Alors, mercredi, Parashat Shavua, c'est parti. Parashat Vayeshev. Et donc, eh bien, les amis, comment commencer notre paracha? Ça y est, j'ai envie de dire, ça y est. L'identité d'Israël est posée, Abraham, Yitzhak et Jacob, et en plus, on est revenu à la maison, on n'est plus en exil, ça y est. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Ça y est, on est rentré à la maison. Autant dire que maintenant, cette paracha va ouvrir, non pas le départ en exil ou le retour de l'exil, mais va ouvrir l'idéal de ce que doit faire le peuple juif sur sa terre. Donc évidemment une paracha ô combien importante, bien sûr. Alors, la paracha en fait va ouvrir une série de 4 parachiotes. 4 parachiotes, Vayeshev, Miketz, Vayigash et Vayechi, qui sont évidemment intimement liés. Et j'ai envie de dire que ces 4 parachiotes, en fait, vont avoir chacune un rôle dans ce grand feuilleton qui s'appelle Am Israël. Si je devais résumer, je dirais tout simplement que la paracha de Vayeshev va montrer quelque part la chute de Yehuda. La paracha de Miketz va montrer l'élévation de Yosef. La paracha de Vayigash, la chute de Yosef. Et la paracha de Vayechi, la montée de Yehuda. En fait, notre cours aujourd'hui s'intitule entre Yosefisme et Yehudaïsme, Yehudisme, entre Yosef et Yehuda. L'histoire commence maintenant. Mais avant de commencer dans les versets, parce que on connaît tous l'histoire de Yosef et de ses frères, et c'est une histoire qui nous a bercé, voire traumatisé, parce que qu'est-ce que c'est que cette relation? Eh bien, j'aimerais qu'on commence par un postulat de départ. Je me refuse catégoriquement à voir les frères de Yosef comme des Réchaïm. Il faut qu'on se rappelle 2 petites secondes de qui on parle. On parle des fils de Yaakov, on parle de Lévi, de Yehuda, des tzadikei olam shiftei ya, les tribus d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est évident qu'on ne peut pas les voir comme étant c'est les méchants, Yosef c'est le tzaddik. Non. Nous allons prendre comme postulat de départ que les frères de Yosef sont des tzadikim. Et c'est ça qui va devoir nous permettre de comprendre leurs agissements. Alors venez maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Peut-être que ce n'est pas forcément eux qui ont tort, peut-être que Yosef n'est pas tout blanc. C'est vrai qu'on l'appellera plus tard Yosef Hatzadik, mais plus tard. Donc on va essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Et là tout de suite, ça nous saute à l'esprit. Et comment comprendre que les engendrements de Yaakov se limitent à Yosef? Eh bien 2 secondes, viens, on y vient. 2 secondes. Ok? Vayeshev Yaakov be'eretz Mitzrayim, be'eretz, voilà, tu vois, tu m'as perturbé. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Et là tout de suite on a un problème. Yaakov Yoshev dans l'endroit où ses pères étaient guérim. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que enfin Yaakov est un toshav ba'aretz. Il est patron à la maison. Alors ça c'est super. Mais le problème c'est que ce n'est que on va dire, une façade. Car en vérité, il n'a pas encore conquis la terre d'Israël. Certes, il a conquis Shrem, mais pas encore le reste. Et donc, nous dire Srazal, Bikesh Yaakov Leshev Beshalva, genre comme si tu avais terminé ton boulot. Miyad Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Tu crois quoi? Tu crois que ça y est, t'es rentré à la maison, tu t'es fait un petit lopin de terre, un petit bête à midrash tranquille? Chas Shalom. Le but du jeu, c'est d'imposer une réalité nouvelle, c'est-à-dire de créer un peuple avec une fonction politique qui peut intervenir dans le monde entier. Pour l'instant, Yaakov, certes, est rentré chez lui, certes, s'est fait un petit chez lui, mais ne veut pas prendre la direction politique de la région. Il va donc falloir
que ça passe par la génération suivante. Elle toldot Yaakov Yosef. Il pensait en avoir fini avec les morceaux, tu as raison, et il s'est trompé. Elle toldot Yaakov Yosef. Ah, elle toldot Yaakov, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda? Eh bien, de la même façon que lorsqu'on va te dire elle Toledot Shamaim Va'aretz Be'i Bar'am, on va te dire Al Tikra Be'i Bar'am, ne lis pas Be'i Bar'am, voici les engendrements de la terre, du ciel et de la terre, et dans leur création, ne lis pas dans leur création, et là Be'Avraham, c'est-à-dire à ce moment-là de l'histoire, quelle est la personne pour qui l'engendrement de la création est utile, vaut le coup? Eh bien, c'est pour Abraham. Ici, Elle Toldot Yaakov Yosef. Il semblerait que, à ce moment donné de l'histoire, eh bien, celui qui va continuer l'idéal de Yaakov, celui qui va prendre les rênes de la famille d'Israël dans un premier temps, eh bien, il semblerait que ce soit bel et bien Yosef. Et c'est pour ça que c'est lui qui est mis en valeur. Pourtant, elle est Toldot Yaakov Yosef, et on nous dit Ben 17 shana aya roe et echav batzon, ve'u na'ar et bene bil'a et bene zilpan she'aviv. On nous dit que Yosef a 17 ans. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais le problème, c'est qu'on ne nous donne jamais l'âge d'aucun des autres protagonistes. Le fait qu'on nous donne l'âge de personne, à part Yosef, veut nous montrer que son âge, à ce moment-là, est important. Qu'est-ce que ça nous apprend, son âge? Eh bien, il a 17 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas encore 18 ans. Alors, vous allez me dire, oui, très chacham. Oui, pas très intelligent ce que je viens de dire. Et pourtant, si. Nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, Ben Shmona Esre la Choupa. C'est à 18 ans que tu peux commencer à prendre tes responsabilités par rapport à la vie, par rapport à donner la vie. En d'autres termes, Ben Shmona Esre la Choupa, c'est à ce moment-là que tu es quelqu'un qui peut endosser le rôle de successeur. Yosef n'a que 17 ans. Cette introduction à la paracha vient nous dire qu'il est jeune, qu'il risque donc de faire des erreurs dites de jeunesse. Et ça va commencer tout de suite. Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem. Yosef tombe dans une avéra, somme toute, extrêmement importante, la shonara. Vayave dibatam ra'a el aviem. Alors encore une fois, si j'ai dit comme postulat de départ que les frères de Yosef sont des tzadikim, mais Yosef aussi c'est un tzadik. Même s'il n'a pas encore atteint le stade de Yosef Hatzadik qu'il atteindra plus tard. C'est pas un rachar, Yosef. Donc pourquoi est-ce qu'il amène Dibatam Ra'a El Aviem? Il a évidemment une kavana, une intention très bonne. Il veut l'étaken, ce qu'il y a à l'étaken. Il veut corriger s'il y a un problème. Mais quel est le problème? Quelle est cette parole qu'il a amenée à son père? Eh bien, Rashi va citer le Midrash nous disant que la grande problématique, c'est qu'il disait à son père, mes frères transgressent. Nous. Allô? Shalom. Voilà, la connexion est revenue. Merci beaucoup. Donc, je disais, Yosef, comment peut-il, lui, penser que les Bnei Israël sont des Rechaïm? Quoi, Bémet? Ils mangent Ever Minachai? C'est pas possible. C'est impossible de penser cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand on regarde bien dans le Midrash, on voit ce qui se passait. Les Bnei Israël, donc les enfants de Yaakov, quand ils avaient faim, prenaient un animal, lui faisaient évidemment une bonne petite shrita comme il faut, et là, ils mangeaient directement. Cash, direct, carpaccio, sans attendre rien du tout, sans cuire la viande, rien, direct. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, l'animal continue à bouger. Tu lui as fait la shrita, et pourtant l'animal continue à bouger. Ce sont des tremblements nerveux, ça fait un peu de... Et ça bouge comme ça, un bovin, ça peut bouger pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, après que tu lui aies fait la shrita. C'est les tremblements nerveux. On appelle ça en hébreu pirkus. Aval, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous intéresse ton histoire de pirkus? Eh bien, je vais vous dire. Parce que la halakha est différente entre Bnei Israël et Bnei Noach. Pour les Bnei Israël, à partir de quand l'animal est comestible? La shrita. Tu as fait la shrita, tu as vérifié que la shrita était bonne?
boum, c'est comestible. Alors, tu dois enlever le sang, tout ça, mais c'est comestible directement. Si par exemple, j'ai fait ma shrita et direct, je me suis coupé un petit morceau de viande crue, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé le sang, ça m'a pris quoi? 1 minute? Eh bien, je peux manger mon petit morceau de viande crue, petit carpaccio. Aval benen noach, pour que la viande soit consommable, il faut attendre la fin du pirkous. Lorsque les béné Israël font la shrita et mangent directement, et qu'on voit l'animal encore bouger comme ça, tremblement, ce n'est pas stam, parce que c'est pas très bon le carpaccio, hein, soyons honnêtes, un barbecue c'est meilleur. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien, ils font ça pour montrer que d'après eux, ça y est. Ah, j'y viens. Bien sûr que Yosef connaît la halakha. Tu dis Yosef ne le sait pas, bien sûr, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Lorsqu'ils font cela, eh bien, ils veulent montrer que ça y est, ils ne sont plus des Bnei Noach, ils font maintenant partie intégrante, ils sont Am Israël. Et donc, la halakha, elle est celle du Shulchan Aruch, elle n'est pas celle des Bnei Noach. Yosef, eh bien, Yosef pense qu'ils sont encore des Bnei Noach, qu'ils ne sont pas encore l'identité d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris possession de la terre d'Israël. C'est une marloquette entre Yosef et ses frères de savoir est-ce que non. Alors la question de savoir est-ce que l'identité d'Israël est en place, ça c'est plus une question. Oui, mais est-ce qu'on peut se comporter comme tel? Est-ce qu'on est apte maintenant à agir en tant que peuple d'Israël, ou est-ce qu'on doit encore se comporter comme étant fils de Yaakov et donc Béné Noach? Eh bien, c'est ça la marloquette. En gros, la marloquette entre Yosef et Yehuda est de savoir est-ce que nous sommes déjà un peuple hors la Goïm, ou est-ce que nous allons nous fonder, nous imprégner à l'intérieur des Goïm et y influer là-bas Gdusha Vetahara. Ce que je viens de vous dire va se révéler complètement réel dans les rêves de Yosef. Mais avant des rêves, on nous dit Ve'Israël avec Yosef Mikol Banav, ki ben zekunimu, ki ben zekunimu lo, ve'asalo ketonet pasim. Israël oev et Yosef Mikol Banav. Quoi? Est-ce possible que Yaakov tombe dans les travers de son père? Yaakov en a souffert toute sa vie que son père préférait Esav à lui. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas Yaakov qui préfère Yosef. Yaakov aime ses enfants autant les uns que les autres, chacun de manière différente, mais il les aime autant. Aval Israël, c'est-à-dire la dimension qui continue à propager le dévoilement de Dieu dans l'histoire, eh bien, il comprend que c'est par Yosef que ça va pour l'instant passer. Mais Israël a avec Yosef, Mikol Banan Kenzgunilo, va salo ketonet pasim. Cette ketonet pasim, c'est la ketonet, la koutonet, la tunique du manig, de celui qui doit être le dirigeant. Il avait, donc cette tunique, elle avait des rayures. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on appelle le karpas. Qu'est-ce que c'est du karpas? Le céleri. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle karpas? Parce qu'il a des rainures. Ah. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'arrive le soir de Pessah et que je mange du karpas dans l'eau salée, oui, c'est pour m'ouvrir l'appétit, mais c'est aussi pour me rappeler de la Ketonet Passim de Yosef, qui a été le point de départ qui a amené le peuple juif en exil en Égypte. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. nous dit Rashi, מתוך גנותם אתה שומע שפרם. Les frères de Yosef n'arrivent pas à lui parler les shalom. Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est une des dimensions les plus importantes d'après la Kabbalah. Yosef est trop jeune. Il n'arrive pas, les frères, à lui parler de cette dimension du dévoilement. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנאו אותו. Mais quel est ce rêve qui va attiser, pas la colère, mais pas la haine, mais le manque d'amour des frères de Yosef. Nous l'avons déjà expliqué précédemment. L'isno, cela veut dire aimer moins. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנאו אותו ויאמר עליהם שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. Tout le monde sait, Yosef le premier, les frères aussi, que dans la maison d'Abraham, quand on rêve, c'est de la névoie, c'est de la prophétie.
Donc tout le monde le sait très bien que ces rêves-là ont une valeur beaucoup plus importante que simplement une image de nuit. Alors qu'est-ce qui se passe? והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. Nous sommes dans les champs et nous récoltons nos gerbes de blé. Chacun d'entre vous en a une et vos gerbes se prosternent devant la mienne. Et donc, Israël fait quand même des préférences. Tu ne résous pas le problème. Parce que c'est pas pareil quand c'est Israël qui fait des préférences et quand c'est Yaakov qui fait des préférences. Yaakov, en tant que père, n'a pas le droit de préférer un enfant à l'autre. Israël, en tant que dirigeant, a tout à fait le droit et doit chercher un successeur. Et il comprend que dans un premier temps, ça sera Yosef. Après, dans la paracha de Vaïgash, dans la paracha de Miketz, il va nommer Yehuda comme étant le successeur. Mais les choses vont doucement, doucement. Mais Kitsour, Yosef rêve. Dans son rêve, il voit que il se passe des trucs bizarres. C'est qu'il est le chef, mais que ce chef, sa malchoute, sa direction, passe par l'économie. Mazé Aloumati. C'est quoi le blé? C'est la nourriture, c'est l'abondance matérielle, c'est ce qui permet de vivre dans ce monde. En d'autres termes, Yosef montre qu'il deviendra le chef des, on va dire, des ressources de ce monde. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנוא אותו, על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד, c'est quoi le deuxième rêve? הנה, ויספר אותו לאחיו ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. Cette fois, dans son deuxième rêve, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et là, les frères mettre le puzzle ensemble. Parce que si le premier rêve montre que c'est bel et bien Yosef, le chef, et que c'est lui qui va gérer un monde par l'économie, dans ce deuxième rêve, eh bien, puisqu'il voit les étoiles, ça veut dire qu'on est dans la nuit. Et donc, puisqu'on est dans la nuit, c'est l'exil. Maintenant, les frères comprennent que Yosef va être le responsable de l'exil et il va être celui qui, en exil, trouvera un moyen de régner. Mais comment ça s'appelle ça? Que Yosef veuille emmener tout le peuple juif en exil, d'après son rêve. Mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est d'une rodef. Quelqu'un qui serait responsable de l'envoi de tout le peuple juif en exil, il est chayav mita. Vous allez me dire, quelqu'un qui fait du lashon hara, bichlal, il est chayav mita aussi. Et voilà ce qui se passe. ויספר על אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. Yaakov, il entend le deuxième rêve, et uniquement le deuxième. Et il dit, mais comment est-ce possible? Quoi, ton père, ta mère, moi et tes frères, on va se prosterner devant toi? Le grand de Vilna, il dit que Yaakov, il a un problème, parce qu'il dit, comment tu peux dire que le soleil et la lune, ça peut pas être ton père et ta mère, parce que ta mère est morte. Alors nous dit le grand de Vilna, puis à Kabbalah, qu'en fait, le problème de Yaakov, c'est, mais qui t'a dit, Yosef, que le soleil et la lune, c'est moi? En d'autres termes, qui t'a expliqué cette dimension que des fois je suis lune, c'est l'exil, et des fois je suis soleil? Je ne te l'ai pas encore expliqué, d'où tu le sais? Pourquoi Aviv Shamar et Adavar? Parce que tout le monde sait que c'est de la névoie. Donc on veut voir, comme dit Rashi, comment les choses vont se dévoiler. Donc les 12 tribus ne sont pas égaux. Alex, arrête de t'exciter avec l'égalité. Elles sont égaux dans tout ce que tu veux, mais il y a quand même un dirigeant. Ça veut rien dire. Il y a un Bechor, il y a un mec qui prend les rênes. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les autres. Mais dans toutes les familles, il y a un successeur. C'est pas un chidouche. Pourquoi Bishrem? C'est chez eux. Yomer Israël el Yosef. Donc c'est pas Yaakov qui parle, c'est Israël. Halo achecha roim Bishrem, lecha ve'shlachacha alehem. Vayomer lo ineni. Yosef comprend qu'il doit être le successeur d'Israël. Il se donc dans la lignée de ceux qui ont dit ineni, comme Abraham. ואומר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. וישליכהו בעמק חברון ויבוא שכמה.
Va voir tes frères et va faire la paix avec eux. Réunis le peuple juif. Ve'ashiveni davar. Agav, c'est l'une des raisons pour lesquelles, eh bien, Yosef, quand il sera plus tard vice-roi d'Égypte, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas un mail, un WhatsApp à son père pour lui dire salut, je vais bien? La réponse est simple. Son père lui a dit fais la paix avec tes frères et ensuite tu m'envoies un message. Donc tant qu'il n'a pas fait la paix avec ses frères, il n'envoie pas de message à son père. Il respecte ce que son père il a dit. וימצאו איש והנה טועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. האיש הזה, dit Chazal, c'est Amalach Gavriel. C'est qu'on est en train, mais c'est Gavriel. Amalach Gavriel, c'est nous, Gibor El, celui qui veut montrer la Gvura d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, elle doit passer par la rencontre entre Yosef et ses frères. Il dit Ve'etachai anochim agidan ali efo em roim ve'omer haish nas'u mize. Non, toi tu cherches ta fraternité, ils n'en veulent pas pour l'instant avec toi. Mais bon, ils sont à Dotan. Pourquoi tu lui dis alors? Parce qu'il faut que les choses évoluent. Vaïru oto merachok. Beterem ikrav alehem ve'itnaklu oto la'amito. Yosef arrive, les frères le voient arriver et ils se disent, il est temps de le tuer. Pas parce qu'on est des réchaïm, que... Dit Chazal, à ce moment-là, les frères de Yosef vont s'asseoir et vont faire un beddin. Un beddin pour juger Yosef. Beddin. ויאמרו איש אל אחיו, שמעון הלוי, נשיא הסנהדרין ואב בית דין. On fait ici un jugement de Yosef. Sur quoi? Sur le fait qu'il veut nous envoyer en exil. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו ברות, ואמרנו חי רעה חלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. On va le tuer. À ce moment-là, comment faire? Comment faire? Quoi? Ils sont 10? Oui, ils sont 10. Ils sont 10 parce que Réhouven est parti juste après. On dit Vaishma Réhouven vayatzilo miyadam ואומר לא נקנו נפש, ואומר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליכו אותו על הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. En ce moment-là, une fois que Réhouven donne l'argument ne le tuez pas, il s'en va. Nous dit Chazal, c'est le moment qu'il a, c'est son tour d'aller s'occuper de son père. Il y a toujours un des frères qui est pas là. Donc, ils sont toujours 9. Binyamin est encore trop jeune, il est encore chez papa. Donc, ils sont toujours 9. Dit Chazal dans la Gemara, Bederech sh'adam rotze lelech, sham molichim oto. Akadosh Baruch Hu vient participer au minyan pour faire la condamnation à mort de Yosef. Au moment où Yosef arrive, ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כותנת הפסים אשר עליו ויקחו וישלחו אותו הבורה והבורק אין בו מים. Yosef arrive, excuse-moi d'insister, mais ce cas, Yaakov s'est planté, Yosef ne sera pas le dirigeant de l'histoire quand il sera... Ah, tu dis Yaakov s'est planté, pas du tout, Yaakov a totalement raison. Dans un premier temps, ça passera par Yosef. Et oui, dans un premier temps, la Géoula passera par le départ en Égypte et par le fait que Yosef nous emmènera là-bas. Pourquoi? Ça, on verra quand on y sera. Mais bien sûr que ça passera par là. Donc, dans un premier temps, c'est Yosef. Dans un deuxième temps, c'est Yehuda. Tu as entendu parler des dimensions de Mashiach ben Yosef qui précèdent Mashiach ben David. Donc voilà. Bekitsour, à ce moment-là, ils décident donc de le juger et ils vont le condamner à mort. On a dit, lorsque Yosef arrive, il le dépouille complètement de ce qu'il a, il lui enlève et kutanto et kotonet apasim, c'est-à-dire et sa tunique personnelle et sa tunique qu'il a reçue de son père. En gros, il est nu et il le jette dans un puits. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de papa Yaakov que lorsque Eliphaz est venu le tuer lorsqu'il fuyait Esav, Yaakov lui a dit ne me tue pas, mais prends-moi tout ce que j'ai parce qu'un pauvre, c'est comme un mort. Et donc, les frères ont compris cela et vont mettre en pratique cette réalité. Ils prennent tout à Yosef et il le jette dans le puits. Baal HaChalomot. Baal HaChalomot, c'est quoi le détenteur de rêve? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est lui qui a la clé de la névoie dans ses mains. Bekitsour, il le jette donc dans ce puits. Une fois qu'ils ont fait ça, la Torah nous dit Vayeshvu le'echol lachem. Quoi, tout d'un coup, tu n'as rien à faire, tu viens de jeter ton frère dans le puits et maintenant tu vas manger? Va avec.
C'est pour nous montrer qu'ils ne veulent pas le tuer. Parce qu'ils le jettent dans un puits plein d'eau, il va se noyer. Non. Mais les puits d'Eretz Israël, c'est des puits qui sont de 2-3 mètres de hauteur. Tu tombes dedans, tu meurs pas. Donc le but du jeu, c'est pas de le tuer, mais de faire Keilou, on l'a tué. Parce qu'ils savent très bien que la prophétie, elle doit se réaliser. Alors, Makara, ils viennent de réaliser la sentence. Est-ce que Bémet, c'est le moment d'aller me faire un petit shawarma? C'est la halakha. Lorsque un beddin il condamne quelqu'un à mort, il n'a pas le droit de manger entre le moment de la prononciation de la sentence et de l'exécution de la sentence. Par contre, après, c'est mitzvah. Donc là, ils viennent d'exécuter la sentence, mitzvah veishvu lecholachem. Par contre, il est évident qu'ils ne sont pas assis juste à côté du puits, parce que je peux t'assurer que Yosef, il est en disant « Ah, aidez-moi, aidez-moi !» Et là, regardez ce qui se passe. C'est incroyable. Ils sont en train de manger. Disons que le puits est là. Eux, ils sont là. Et ils regardent au loin, voyant une caravane d'Ismaélites arrivant de Gilad. Gilad, c'est à l'est. Et là, ils se disent, Yehuda prend le contrôle de ses frères. Ma betzakina arog et achim sinu et damo. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהיו בו, כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחיו. Yehuda dit, on va le vendre aux Ishmaélim. Chazal nous disent, Chachma Kabbalah יותר, pas Chazal. Chachma Kabbalah nous disent qu'en cela, Yehuda veut faire Pidyon Aben. Il est Bechor, Yosef. On va faire le rachat du premier-né. Et donc c'est pour ça qu'on va le vendre aux Ishmaélim. Je ne vais pas rentrer plus en profondeur là-dedans. Donc le projet est de le vendre aux Ishmaélim. Ils sont là, le puits est là, eux ils sont là et ils voient les Ishmaélim là-bas. Très bien. Mais il faut le temps qu'ils arrivent Migilad jusqu'à chez eux. Entre-temps, Vayavru anashim midyanim socharim, vayimshechu vayalu et Yosef min habor, vayimkeru et Yosef leishmaelim be-20 kasef, vayaviu et Yosef mitzrayma. Le verset est limpide. Entre-temps, il y a une caravane de Midyanim, c'est pas les Ishmaélim, qui sont arrivés par le sud de Midian. Ils ont trouvé Yosef dans le puits, ils l'ont remonté, ils ont continué leur chemin, ils ont rencontré les Ishmaélim et ils ont vendu Yosef aux Ishmaélim. Rabotai, c'est marqué noir sur blanc que ce ne sont pas les frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Rashi dira non, c'est les frères. C'est les frères qui en fait ont vendu aux Midianim, qui ont vendu aux Ishmaélim, mais c'est les frères. Mais le texte ne dit pas ça. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, va dire, papy, je ne suis pas d'accord avec toi. Le pshat du pshat, c'est que ce ne sont pas les frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Incroyable. Nous, on a toujours pensé que c'était les frères de Yosef qui l'ont vendu. Pas non. C'est pas les frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Mais alors pourquoi la Torah nous le fait passer de telle manière qu'on pense que c'est ça? Parce qu'ils voulaient le vendre. Et comme on a dit, tout ce qu'ils ont fait, c'était Alpi à Halakha. Nachon, yesh din et alifnim mishurat adin. Entre frères, on se demande d'être au-delà de la halakha. Ils auraient dû trouver un autre moyen pour régler le problème. Même si concrètement, ce n'est pas eux qui ont vendu Yosef, la Torah veut que tu penses que c'est eux. Parce que c'était suffisamment terrible de vouloir le vendre. Mais sauf que 2 secondes, ils ne l'ont pas vendu. Donc qu'est-ce qu'ils pensent qui lui est arrivé? Quand il voit que Reuven revient, il voit que Yosef n'est pas dans le puits, il déchire ses vêtements comme un endeuillé. Le fils n'est plus là, le jeune n'est plus là, il n'est pas là. Et vous savez ce qui se passe avec les frères? Béhémet, ils pensent que Béhémet, il n'est plus là. Les frères de Yosef ne savent pas ce qui est arrivé à Yosef. Ils l'avaient laissé là, ils avaient prévu de venir le chercher pour le vendre, et quand ils sont arrivés, il n'était plus là. Qu'est-ce qu'ils pensent, les frères? Béhémet, ils pensent que Chayara Khalatou. D'où je le sais? Parce que beaucoup plus tard, quand ils seront en prison chez Yosef, en Égypte, ils diront que c'est à cause de ce qu'ils ont fait à leurs frères, que ça leur arrive aussi d'être en prison, et ils disent Veine Damo Nidrash. Damo Nidrash, cette formulation, son sang est demandé par Dieu, eh bien c'est la formulation que Dieu utilise dans la paracha de Noach pour dire si jamais il y a un animal qui tue un homme. Damo Nidrash.
Les frères pensent Béhémet qu'il y a un animal qui est rentré dans le puits, qui a bouffé Yosef. Vous allez me dire, oh, c'est pas possible, il l'aurait vu rentrer. Non. Les puits en Eretz Israël, c'est pas les puits que tu as vus dans les films en France. C'est pas un gros trou, un gros cylindre et tu fais. Non. Les puits en Israël, il y a un trou pour mettre le seau et aller chercher de l'eau. Mais c'est pas par ce trou-là que l'eau se remplit. L'eau se remplit par plein de galeries qui sont sur les côtés du puits. Le puits est en contrebas et l'eau coule dans le puits. Et ces trous-là, ces galeries-là sont trop petites pour qu'un homme y passe, a priori. Mais il y a plein d'animaux qui peuvent y passer. Donc ils pensent bémet que Yosef a été tué par un animal. Et ils viennent voir Yaakov en lui disant, alors ils vont mettre un petit peu en scène, en montrant la ketonnette passim dans le sang. C'est vrai que ça, ils l'ont mis en scène, mais c'était pour faire moins de mal à Yaakov, ce qu'il pensait du moins. À ce moment-là, à 17 ans, avait-il les mêmes mitzvot négatives? Quelles mitzvot? Je ne vois pas de quoi tu parles. Bekitsour, à ce moment-là, Yaakov pense Béhémet que Tarov, Toraf, Yosef. Yaakov pense que Yosef. Les frères pensent que Yosef est mort. Yosef sait qu'il n'est pas mort et sait qu'il vient d'être vendu en Égypte. À ce moment-là, commence à s'installer le plus grand quiproquo de l'histoire. La scission entre Yosef et Yehuda est au top du top. Yehuda pense que son frère est mort. Yosef pense que son frère l'a condamné à l'esclavage. La famille d'Israël, qui a mis tant de mal à exister, est divisée. Yehuda va prendre tout le poids de la responsabilité de cette division. Va yered Yehuda me'etechav. Yehuda part, s'exile lui-même, parce qu'il pense qu'il y a eu ici, quoi? Hariga Beshogeg. Il pense qu'il y a eu un meurtre par inadvertance. Il dit, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai mis dans le puits. Et donc, ok, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est une bête féroce, mais c'est un peu de ma faute. C'est Beshogeg. Celui qui a tué quelqu'un, Beshogeg, il est Chayav Galout. Et donc, Yehuda part en exil. Ce quiproquo va nous emmener, en fait, à la réalisation de la prophétie. En fait, à nous de voir Yosef arriver en Égypte et de là commencer à mettre en place son idéologie. Mais tout cela, eh bien, on approfondira la semaine prochaine. Shabbat Shalom, les Koulam.